Bonjour à tous. Alors, je me suis rendu compte que j'avais laissé l'ancien logo de la FNARS. Je me suis trompée. Donc, effectivement, Fédération des acteurs de la solidarité, anciennement Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. J'ai préparé une courte présentation. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le réseau, connaisse davantage nos adhérents, mais pas forcément nous. Donc c'est juste pour expliquer d'où on parle. Voilà, l'objectif, en tout cas, c'était d'apporter un point de vue du secteur social sur notre sujet. Donc rapidement, la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc c'est une fédération d'associations, donc association loi 1901, qui regroupe des associations et organismes de lutte contre l'exclusion. Voilà, donc moi je suis de la fédération régionale, donc des Pays de la Loire. Je vais passer ça, donc en tant que son émission de tête de réseau, donc de fédérer, rassembler les acteurs, de représenter et défendre auprès des pouvoirs publics, d'accompagner nos adhérents aussi, de produire des analyses et des expertises sur nos différents champs d'intervention, et puis capitaliser, susciter et innover. Donc voilà, ça on va dire c'est les grands champs de tête de réseau classiques. Voilà, dans le champ de l'insertion et la lutte contre l'exclusion. Rapidement, qui sont nos adhérents aujourd'hui et dans la région? Historiquement, la fédération est une association, une fédération de centres d'hébergement. Et donc, c'était la fédération des CHRS dans les années 70. Aujourd'hui, la fédération regroupe un panel de dispositifs beaucoup plus variés. Alors aujourd'hui, dans la région, voilà, on regroupe une grande majorité de CHRS, donc centres d'hébergement et de réinsertion sociale, d'accueil de jour pour sans-abri. Voilà, avec une proportion d'adhérents qui est proportionnelle aussi à la population des différents départements. On regroupe également tous les services d'accueil et d'orientation, les maraudes, donc équipes mobiles qui sont fédérées, qui sont labellisées SAMU sociaux, et les 5 services intégrés d'accueil et d'orientation de la région. Une autre spécificité, en tout cas pour notre région, c'est aussi le volet emploi, puisque la fédération regroupe aussi des structures d'insertion par l'activité économique, alors qui sont regroupées selon les régions de manière plus ou moins importante. La moitié de nos adhérents dans les Pays de la Loire travaillent autour de l'accès à l'emploi. Voilà, donc ça aussi c'est une des particularités de la région. Et puis dans ces familles d'accès à l'emploi, d'accès au logement, ça n'apparaît pas sur ce diaporama, mais il y a des dispositifs bien évidemment médico-sociaux spécialisés, donc les liés aux soins santé, lits d'accueil médicalisés et puis appartements de coordination thérapeutique. Et à côté de tout ça, il y a tout l'accompagnement, l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés. Voilà un peu pour brosser le paysage d'où on parle. Et donc l'idée, c'était de pouvoir apporter une vision de ce que nous remontent nos adhérents en termes de constats, de difficultés aussi. Et puis de voir effectivement quelles analyses ou quelles recommandations le réseau au niveau national peut émettre. Alors il y a quelques adhérents dans la salle et du coup vous en entendrez aussi cet après-midi dans les expériences, notamment sur la Loire-Atlantique. Donc voilà, vous pourrez avoir des précisions plus nettes sur l'accompagnement. Je devais être accompagnée d'un directeur d'association aujourd'hui qui n'a pas pu être présent. Donc voilà, j'espère que je serai assez juste dans mes propos. Voilà, petit retour. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur les chiffres parce qu'Alain Mercuel a déjà parlé de l'étude Samantha. En 2014, le SAMU social de Paris a aussi fait une autre enquête sur les enfants et les familles sans logement personnel.
Et donc cette enquête de 2014 présentait aussi 29% des mères hébergées qui souffraient d'épisodes dépressifs et 19% des enfants de 14 à 18 ans qui ont des troubles suspectés de santé mentale. Voilà, c'était pour apporter un autre éclairage par rapport à l'enquête Samantha de 2009-2010. Voilà, donc je vais avancer là-dessus. Ce que je voulais vous présenter en premier lieu, c'était voilà, différents axes du plaidoyer de la Fédération sur la santé mentale. Et puis après, je viendrai plus précisément sur une analyse et un point de vue des EMPP par nos adhérents. La fédération voilà, porte certains éléments sur la santé mentale. Le premier axe qui est porté en tout cas par la fédération, c'est en premier lieu d'impliquer les personnes, notamment en termes de contribution aux politiques publiques, à travers des instances comme les conseils régionaux personnes accueillies et accompagnées. Mais au-delà de ça, c'est la participation. Donc on n'a pas évoqué le Conseil national de santé mentale, hein, par exemple, feu le Conseil national de santé mentale, mais c'était la présence de membres, par exemple, du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées au CNSM. Donc voilà, c'est vraiment impliquer les personnes concernées directement par la politique publique, à leur évaluation, à leur mise en œuvre et leur élaboration. Tout ça également pour lutter contre les discriminations. Le deuxième axe du plaidoyer de la fédération va porter sur la coopération. Donc c'est pas très innovant, mais c'est quand même voilà, un des axes qui nous semblent fondamentaux, et ça passe à la fois par des rencontres territoriales entre acteurs. Aujourd'hui, ça peut passer par ça, mais c'est vraiment à l'échelle du territoire d'action. Ça passe également par des formations croisées. Et puis, donc, en termes d'opérationnalité, mais également la coopération se fait au niveau des acteurs, mais doit aussi se faire au niveau des services de l'État. Et là, on en a un peu parlé, mais ça passe aussi par l'interministérialité des politiques et le fait que voilà, des services de l'État, la cohésion sociale et les ARS puissent travailler main dans la main ensemble autour des parcours des personnes. Donc voilà, deuxième axe de plaidoyer, c'est vraiment favoriser la coopération à tout niveau autour de ce champ. Troisième axe, et voilà, c'est pareil, c'est pas très étonnant, c'est aller vers les personnes. Donc on reste cohérent. Donc c'est aller vers les personnes là où elles sont et là où elles se trouvent. Donc c'est développer l'aller vers les personnes qui ne sollicitent plus les professionnels de santé ou en sont éloignés également par une meilleure couverture territoriale des équipements, d'associer les acteurs de la santé mentale aux maisons de santé pluriprofessionnelles, puisque quand on évoque aussi les personnes éloignées des équipements, c'est aussi, et dans la région, on a aussi des zones rurales avec des personnes qui sont isolées géographiquement, et donc voilà, le développement des maisons de santé est une opportunité aussi pour que les acteurs de la santé mentale puissent être intégrés aussi à ces outils. Et puis, donc ça, on le reverra, mais un gros axe également de plaidoyer pour nous dans le réseau, c'est développer des services d'interprétariat médical professionnel, voilà, pour l'accès à la santé de manière générale et plus précisément, du coup, pour la santé mentale en ce qui nous concerne. Mais on retrouve cet élément de plaidoyer dans tous les éléments. Et enfin, le quatrième axe du plaidoyer, c'est de ne plus laisser personne à la rue et d'éviter les ruptures de parcours. Donc effectivement, il s'agit pour nous de permettre aux personnes de se maintenir dans leur logement. Donc on parle beaucoup d'accès et voilà, notre marotte, c'est aussi effectivement le maintien
donc le maintien dans le soin, mais le maintien dans l'emploi, le maintien dans le logement, et d'avoir un accès à un hébergement ou un logement en soutenant, donc on reviendra tout à l'heure, en soutenant notamment donc, le programme Chez Soi d'abord, qu'on vient d'évoquer, sur l'ensemble des territoires, en s'assurant que le plan hébergement-logement des personnes en souffrance également soit bien destiné aux personnes en situation de précarité. Voilà un peu très, très globalement les 4 axes de plaidoyer de la fédération qui ont été construits par rapport aussi à des remontées de terrain des adhérents. Voilà, je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça. Je voulais vous proposer un petit retour sur une enquête qui a été menée dans notre réseau en fin d'année dernière sur les équipes mobiles psychiatrie et précarité. Alors, il ne s'agit pas d'une évaluation du dispositif. L'objectif, c'était pour nous de voir comment nos adhérents, quelles connaissances ils ont des EMPP, comment ils travaillent avec eux ou pas, quelle perception ils en ont, y compris dans les territoires non couverts. Enfin voilà, c'était plus quelle lecture on peut avoir au niveau du réseau. Donc c'est pas du tout on va dire, une évaluation, c'est plus voilà, un sondage, un point de vue du réseau. Sur les EMPP, donc voilà, ça je le viens de dire, c'était voilà, une récolte d'informations sur les liens entre MPP et son réseau. Et là, c'est bien d'avoir une photographie à un moment donné. L'idée étant de voir aussi, de faire le parallèle avec la circulaire relative aux EMPP. Donc ce que je vais vous présenter, c'est les résultats nationaux. Voilà, on a eu 264 retours parmi nos adhérents, donc c'est pas exhaustif. C'est plutôt pour donner voilà, une grande tendance. Donc là, vous avez le taux de réponse de ce questionnaire. Donc on a eu 15 retours dans les Pays de la Loire. Donc je ne vais pas forcément faire d'extraction régionale, ça n'aurait pas trop de sens. Voilà. Mais voilà, plus pour apporter peut-être des éléments de réflexion. Par rapport aux répondants, ce qui est important, c'est que voilà, on a une majorité d'intervenants sociaux à répondre. On n'a pas la même clé de lecture non plus si c'est des intervenants sociaux, si ce sont des cadres ou des professionnels de santé. Donc 43% d'intervenants sociaux qui ont répondu, des cadres à 39%. Des intervenants médicaux, dont des psychologues à 7% et demi, et puis non renseignés à 10%. Voilà, pour donner un peu une petite idée. Par rapport aux répondants, bien évidemment, on a une grande majorité de centres d'hébergement qui ont répondu, donc hébergement d'urgence et CHRS, des services de veille sociale. 26%. On a quand même 12,5% de structures d'hébergement pour demandeurs d'asile. Après, du logement adapté, des structures d'accompagnement par l'emploi également, etc. Donc, principalement quand même de l'hébergement. Intervention de l'EMPP, ça c'était le premier point. Pour la moitié, les répondants ont dit que l'EMPP intervenait sur l'agglomération. 21% des répondants, ce qui est intéressant, c'est qu'on ciblait aussi les territoires non couverts. Donc on a eu quand même 21% de réponses d'adhérents nous disant qu'ils n'avaient pas de MPP sur leur territoire. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant. 16% le MPP est présent sur plusieurs bassins de vie. Et puis 12% des répondants avaient une MPP qui intervenait à l'échelle du département et non pas exclusivement sur une agglomération. On avait interrogé du coup les adhérents pour savoir s'ils avaient une connaissance fine de la composition de l'équipe. De l'EMPP. Voilà, donc c'est bien leur point de vue, hein, ça ne reflète pas forcément la réalité. Donc voilà, donc ce qui est 70% donc infirmiers, psychiatres, intervenants sociaux, secrétaires à 18% et psychologues à 11%.
Voilà, avec d'autres cadres. Et en fait, on renvoyait ça, pour rappel, ce qui s'était dégagé de l'évaluation des EMPP en 2013, c'était que la fonction de secrétariat était une fonction décisive, voilà, et que finalement, en tout cas dans ce qui est perçu, il n'y aurait que 18% de fonctions de secrétariat dans les EMPP. Voilà, donc, et sachant que l'une des recommandations de l'évaluation était de veiller à ce que la dotation attribuée permette effectivement d'avoir une équipe composée d'un médecin, d'infirmiers et d'un temps administratif. Donc voilà, je ne sais pas, vous pourrez peut-être me dire, mais voilà, est-ce que c'est une non-connaissance ou est-ce que c'est effectivement une absence de personnel administratif ? Et puis, ce que dit le cahier des charges, c'était bien que les équipes comportent au minimum un temps médical, un temps de cadre infirmier, des infirmiers, des psychologues et un secrétariat. Bon, voilà. Entre la circulaire, l'évaluation et la perception. Deuxième axe qui était, sur lequel on interrogeait nos adhérents, c'était est-ce que le MPP se déplace ? Comment se déplace-t-elle ? Donc je ne sais pas si c'est nécessaire de venir sur ce que disait le cahier des charges, mais c'était qu'elles sont chargées d'aller au-devant de ces publics, quel que soit le lieu où leurs besoins s'expriment ou sont repérés, afin de faciliter la prévention, le repérage précoce, l'identification des besoins, etc. Du coup, ce qui est ressorti de cette enquête, c'était que pour la grande majorité, donc 65% des répondants, le MPP se déplace au logement des personnes. Dans la rue, là, c'est plus inversé, c'est-à-dire que 60% des répondants ont dit que le MPP ne se déplaçait pas à la rue, et pour 37% qu'elle ne se déplaçait pas non plus dans les structures. Voilà, donc je ne sais pas, on pourra voir peut-être... voilà, c'est pour ça que vous avez vu en rouge à la rue. Autre questionnement, c'était quelles sont les actions de l'EMPP à l'égard des personnes en situation de précarité. Voilà, donc petit rappel du cahier des charges également qui disait que qu'il peut y avoir des permanences dans des lieux sociaux, interventions mobiles, entretien individuel contribuant à l'évaluation des besoins, y compris en urgence, accueil, orientation, et accompagnement vers les prises en charge de droit commun, prise en charge dans des groupes d'échange ou de parole et d'ateliers thérapeutiques. Le retour des adhérents, donc évaluation de l'état de la santé des personnes à 71%, orientation des personnes à 64% et organisation de groupes de parole à 5%. Également, les actions menées, cette fois-ci, à l'égard des intervenants. Le cahier des charges disant que des actions de formation sur les problématiques liées à la précarité, actions de reconnaissance, d'échange de pratiques, de savoir, développement de travail en réseau, etc. etc. Alors, 42% des répondants ont expliqué qu'il y avait des échanges de pratiques, des réunions entre équipes qui étaient assurées, 17% des formations des équipes, mais également, et ça a été rajouté, donc présence en instance de coordination, dont 14 en SIAO. Alors effectivement, on n'a pas une couverture intégrale de l'ensemble des départements. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même certaines EMPP qui sont présentes dans les instances du SIAO selon leur organisation. 4 étaient présentes dans des réseaux de santé, 3 en CLSM. On est bien d'accord que ça représente la connaissance des répondants, oui, on va dire des actions des EMPP qui interviennent sur leur propre territoire. Tout à fait. C'est pas forcément la réalité, c'est quelque chose qui est perçu comme étant, oui, on va dire, la réalité par les acteurs sociaux. Oui. C'est ça, oui. Voilà. Et ce qui nous permet, nous, après, en tant que fédération, de dire, tiens, oui. Voilà. Mais oui, est-ce que ça correspond à une réalité ? Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant après de confronter avec voilà, des éléments un peu plus objectifs.
Parce que je pense qu'il y a dans la salle des professionnels participants à des EMPP qui vont peut-être vous renvoyer aussi. Ah mais j'ai pas fini. Hein. Oui, non. Il y a aussi des actions en partenariat. Non, c'était pour bien. Voilà, et donc des actions qui sont faites de permanence, de consultation en soutien dans les structures, des maraudes communes. Alors voilà, seulement 4. Donc ce que je trouve un peu étonnant, parce que en tout cas, j'ai connaissance de plus de MPP qui maraudent avec des équipes mobiles locales, et puis des conventions de partenariat qui sont rédigées. Qui ont été renseignés pour 4. Mais encore une fois, c'est aussi en fonction des répondants, intervenants sociaux ou cadres également, on n'a pas le même degré de connaissance. Ensuite, à votre connaissance, le MPP publie-t-il un rapport d'activité? On les a questionnés là-dessus. Donc 19% n'en avaient pas connaissance ou ne savaient pas. Donc ça fait à peu près 34% en tout qui ne savaient pas. 10% disaient oui, et il nous a transmis, dont bien évidemment des adhérents qui aussi participent au comité de suivi, comité technique, mais quand même une majorité qui n'en avait pas forcément connaissance. Et oui, il nous a transmis, oui, il y en a un, mais il ne nous a pas transmis à 9%. L'idée, c'était de voir aussi comment on arrive à analyser l'activité et pouvoir travailler ensemble. L'objectif de cette question, c'est bien évidemment d'améliorer les coordinations également. Et en réciprocité, comment est-ce que aussi les adhérents arrivent à faire aussi valoir leur activité aux partenaires sur le territoire. Donc, ensuite, après avoir fait une analyse un peu de la connaissance vis-à-vis du cahier des charges, c'était quelles étaient vos attentes vis-à-vis de l'EMPP. Et là encore, on est au niveau national aussi. Donc les attentes, nos attentes vis-à-vis des EMPP, ça serait que l'EMPP accepte de se déplacer partout, pour la moitié des répondants. Voilà, partout. De signer une convention de partenariat avec l'équipe pour formaliser notre partenariat et l'évaluer régulièrement. Également une majorité à 44%. Organisation de temps de rencontre au moins 2 fois par an pour évoquer notre partenariat. Que le MPP s'investisse régulièrement dans les instances de coordination départementale et territoriale, telles que les SIAO, les CLSM, etc. Que le MPP soit plus en lien avec les CMP et les autres acteurs médicaux. Que le MPP soit véhiculé. Et qu'elle nous présente son rapport d'activité une fois par an, en 25% des... Donc c'est peut-être parce qu'on a posé la question qu'il nous, qu'il nous renvoie ça. Après, d'autres attentes sur la réactivité, sur la création de MPP là où il n'y en a pas, et puis sur la prise en charge des migrants et des exilés. Après les attentes vis-à-vis de l'EMPP, on a aussi interrogé les adhérents sur les attentes qu'ils pourraient avoir vis-à-vis des institutionnels, notamment l'ARS, pour améliorer l'action de l'EMPP. En premier lieu, et presque à 70% des répondants, c'était de pouvoir renforcer les moyens humains. Enfin, l'objectif de ça, c'était pas d'apporter une critique des EMPP. En conclusion, c'est bien que les EMPP, en tout cas ce que nous renvoient nos adhérents, elles sont, alors je dirais pas encensées, mais en tout cas c'est vraiment un dispositif qui est clairement identifié, et que le réseau souhaite soutenir et voire renforcer. Du coup, renforcer les moyens humains, créer un groupe de travail régional réunissant les EMPP, les personnes accompagnées, donc on renvoie à l'axe numéro 1 de notre plaidoyer, les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire, à 45%. Recenser les territoires non couverts, donc on est bien au niveau national, je le répète. Renforcer les moyens dévolus aux formations et séances d'analyse de la pratique, renforcer les moyens logistiques, et enfin, s'assurer du respect du cahier des charges des EMPP. Donc là, c'était les attentes vis-à-vis des partenaires institutionnels. À partir de là, que propose la fédération ? C'est bien de respecter les critères définis par la circulaire et le cahier des charges,
En premier lieu, aller au-devant des publics précarisés, quel que soit le lieu où leurs besoins s'expriment ou sont repérés. Voilà, donc c'est bien faire appliquer le texte. Et assurer une fonction d'interface entre les secteurs de la psychiatrie et les équipes sanitaires et sociales. Également, proposition de la fédération, c'est bien évidemment avoir une couverture territoriale et assurer du coup une équité aussi géographique. Permettre à chaque personne en situation de précarité d'avoir accès aux soins, soit via une EMPP, soit par un CMP. Mais voilà, que ce soit au niveau territorial, l'accès soit assuré. Améliorer l'accès aux soins au sein des CMP. Et enfin, en termes de coordination, c'est s'assurer sur chaque territoire que les acteurs sociaux, médico-sociaux peuvent rencontrer et se coordonner avec les EMPP au sein d'instances de coordination. Et créer des groupes de travail régionaux, départementaux réunissant les équipes, les personnes accompagnées, les acteurs médico-sociaux et sanitaires du département. Enfin, dernière proposition vis-à-vis de cet axe EMPP, c'est apporter une visibilité pour chaque région, avoir un annuaire, une cartographie disponible des EMPP, mais à jour régulièrement et accessible en ligne. Voilà quelles étaient les propositions vis-à-vis de cette enquête. Qui, encore une fois, n'avait pas vocation à faire une évaluation, mais pour nous apporter un éclairage sur la connaissance du dispositif, voilà, comme on a pu le faire également sur le réseau des passes ou sur d'autres dispositifs. Je poursuis également sur un point qui avait, parce que je ne l'ai pas présenté en début. Mais en 2014, la Fédération avait aussi signé une charte avec l'ANP, CME, la FNAPSI et l'UNAFAM pour l'hébergement et le logement des personnes présentant des troubles psychiques. C'était, en tout cas pour nous, une première de pouvoir signer avec des acteurs avec qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, cette charte qui reportait sur 5 principes jugés essentiels et qui ont été repris pour partie dans la loi de santé. Donc le premier point, puisque ça on va le revoir après, c'est donc le droit à un logement et un hébergement pour toute personne. Deuxième principe, l'importance de l'accompagnement social au domicile des personnes. Ça date de 2014, hein, juste pour... troisième, c'est l'enjeu d'une coordination efficace entre les intervenants du médico-social. Le rôle des contrats locaux de santé, devant avoir un volet santé mentale. Et enfin, en 5e point, la nécessité d'une politique interministérielle sur le sujet. Voilà, donc ça c'était les 5 principes essentiels de cette charte. Voilà, elle est disponible en ligne, elle a été reprise à plusieurs occasions. Les perspectives maintenant pour nous. Donc l'objectif, en tout cas pour les prochains mois, c'est en premier lieu donc développer la question du chez-soi d'abord et le logement d'abord, en intégrant les personnes souffrant de troubles psychiques. Alors, quand on dit développer le chez-soi, c'est à la fois le programme chez soi, donc, mais avec un déploiement plus rapide du programme, mais également un essaimage du programme à un public plus large. Alors pas comme il est construit actuellement, mais qu'il soit adapté. Et la DIAL a aussi porté une réflexion à la fois sur son périmètre et à la fois sur sa taille, pour pouvoir développer, inventer des choses dans des territoires plus restreints que des grandes agglomérations. Donc voilà, essaimage du programme à un public plus large que celui visé par l'expérimentation. Également les enseignements du programme et les initiatives du logement d'abord portés par les acteurs associatifs et ses partenaires doivent, selon la Fédération, déboucher sur une réforme structurelle du modèle de prise en charge des personnes sans domicile, fondée sur l'accès direct au logement.
Voilà, il n'y a pas que le programme Chez Soi d'abord, il y a de nombreuses initiatives, et vous le verrez aussi cet après-midi avec les expériences présentées, mais avec les appels à projets de la DIAL, du monde HLM, etc. Enfin, voilà, avec les bailleurs aussi qui sont un acteur qui est incontournable. Ça apparaît pas forcément sur le diapo, on l'a peu abordé, mais voilà, les bailleurs sociaux sont aussi un des acteurs incontournables de cette démarche. Autre objectif pour les prochains mois, là je vais être un peu plus rapide, donc c'est d'améliorer la coordination des acteurs dans les projets territoriaux de santé mentale, excusez-moi. Que les CLSM est un volet précarité. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est d'y participer et d'y contribuer. Encore et toujours de décloisonner avec les EMPP, se déplaçant sur les territoires et rendre l'accès aux soins en CMP possible ou facilité. Alors, lutter contre le refus de soins en CMP, je vais y revenir parce que le terme est peut-être un peu fort, voilà, et déployer un interprétariat médical et professionnel. On a parlé de lutte contre le refus de soins, puisque, et j'en terminerai par là, depuis 1 an, la Fédération nationale a développé un observatoire sur les difficultés d'accès aux droits et aux soins, avec un volet refus de soins, mais on est plutôt sur les difficultés d'accès aux droits et aux soins. Voilà, donc je vous ai sorti quelques vignettes sorties de cet observatoire que nous renvoient donc des personnes accueillies et accompagnées ou les structures qui les accompagnent. Alors je vais commencer peut-être par celui-ci. C'était un exemple, c'était un CNP qui demande à un établissement médico-social d'adresser systématiquement un courrier médical stipulant la problématique du sujet, les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychiatriques de l'intéressé, ainsi que les traitements mis en œuvre et le traitement en cours. En parallèle de ce courrier médical, un bilan social est nécessaire systématiquement afin de pouvoir prendre en charge des patients dans les meilleures conditions possibles. Donc là, c'est un de nos adhérents qui a fait remonter ça, en trouvant que ça complexifiait et c'était pas du tout favorisant pour accéder à la structure. Voilà, donc ça c'était juste un exemple. Quand on parle refus de soins CMP, c'est plus les exigences en fait pour accéder au CMP. Une autre vignette, donc là c'est dans les Hauts-de-France, on est plutôt sur les difficultés d'accès aux soins pour des personnes migrantes. Donc là c'est un CADA confronté au refus de prise en charge des demandeurs d'asile par le service de psychiatrie de l'hôpital de secteur, en disant que les professionnels ne sont pas formés et qui ne pouvons pas prendre en charge la personne à cause de la barrière de la langue, etc. Et que l'utilisation d'un traducteur ne reflète pas la réalité et le ressenti que l'on a besoin pour faire une bonne prise en charge. Orientez-vous vers un ethnopsychiatre sur Paris ou Lille, ce qui n'est pas forcément très pratique. Voilà, donc on a raccourci un peu le témoignage qui est très long, mais l'idée c'était qu'ils se sont tournés vers un autre établissement qui refuse également en raison de la sectorisation de la psychiatrie. Ils se sont donc tournés vers un centre spécialisé à Paris qui a pu venir intervenir régulièrement 1 fois par mois pendant 6 mois, en proposant de faire une synthèse, un bilan à 6 mois, et donc en regrettant que le responsable du service de psychiatrie de l'hôpital de secteur ne soit pas présent à ce temps à ce bilan. Donc ça, c'était un autre témoignage. Et enfin, pour terminer, c'était encore une autre illustration issue de l'observatoire. Donc là encore, refus de travailler à des interprètes par téléphone. Et n'ayant pas d'interprète dans la ville, voilà, refus de soins en raison de la barrière de la langue. D'où l'axe plaidoyer par rapport à l'interprétariat. Voilà, donc je ne sais pas si ça renvoie des choses chez vous, mais enfin, voilà un peu ce que j'avais prévu de présenter. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses, mais dans tous les cas, voilà, il y aura sûrement des compléments par les expériences qui sont présentées cet après-midi. Et des questions.
Merci Soisic Lemercier. Alors, il va sûrement y avoir des questions et des interpellations par rapport en particulier donc, à ce que, au fond, vous venez de nous exposer, qui est la vision du côté des acteurs de la solidarité, du côté des acteurs du champ social, de la difficulté qu'il y a à travailler avec les professionnels de la santé mentale, avec sans doute une certaine méconnaissance, on va dire, du cadre, des dispositifs existants, sans doute aussi peut-être des cas particuliers qui peuvent toujours arriver. Toute la question, c'est souvent de savoir si, au fond, un exemple est vraiment très représentatif d'une réalité générale, ou bien si c'est un cas tout à fait particulier et isolé. Et ça, c'est un petit peu difficile d'y répondre. C'est vrai que votre enquête, vous en avez souligné vous-même les insuffisances et les biais, puisque voilà, c'est des répondeurs, on va dire, volontaires pour répondre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà un biais par rapport à ça? Et puis, ensuite, chaque MPP ayant en quelque sorte un territoire d'intervention, est-ce qu'une vision générale, nationale est représentative de la réalité de ce que peut être les relations de travail des EMPP sur chacun des territoires? Donc oui, on a bien ça en tête. Il n'empêche que, donc voilà, ça fait partie des, on va dire, des biais, peut-être des insuffisances de significativité. Il n'empêche que les questions sont bien posées quand même, hein. C'est les questions de l'accès aux soins, ce que vous avez appelé le refus de soins, qui est peut-être pas tout à fait du refus, mais en même temps des barrières, enfin, Kafka pas mort, hein, on a l'impression, hein, mais en même temps, on voit tout à fait que ça peut arriver, ça, ce que vous avez souligné. Alors, moi, par rapport à... J'ai 2 ou 3 petites remarques, mais maintenant, si vous voulez commencer à vous inscrire pour des questions, n'hésitez pas à faire signe aux personnes qui sont porteuses de micro. Une première remarque, c'est on sent une sorte de critique un peu sourde autour de la mobilité des équipes dites mobiles. Alors, est-ce que ça, c'est une réalité vraiment avérée? Mais ça, peut-être qu'on peut le demander aussi aux acteurs des EMPP, cette question d'aller partout. Oui, alors, parce que là, effectivement, c'est bien aussi le résultat d'une enquête nationale. Pour faire un focus régional, en tout cas, ce que nous renvoient nos adhérents, c'est beaucoup moins fort. Oui. Puisque, voilà, en tout cas, sur les territoires, c'est plutôt au contraire, voilà, il faut, on travaille avec eux, oui. Voilà, et c'est plutôt en renfort, oui, avec aussi des partenariats qui sont assez bien développés, assez forts. Donc, voilà, c'est aussi à mettre en perspective avec les territoires qui ont pu répondre à cette enquête. Il y a un petit côté, c'est parce que c'est effectivement un dispositif très intéressant qu'on en attend plus, en quelque sorte. C'est un peu ça que vous dites, oui. C'est ça. Oui. Oui, mais Claire, tu voulais peut-être dire un petit mot par rapport à ça. Oui. Oui, donc Claire Bertrand, je suis médecin de l'équipe mobile de l'EMPP Diasme d'Angers, donc, qui sera présenté cet après-midi, donc vous verrez un peu notre mode de fonctionnement. C'est vrai que, en fait, ça nous semble d'abord pas du tout significatif. François Berthelot, mon collègue de Nantes, je bouillonne aussi à côté de moi. D'abord, sur les Pays de la Loire, 15 réponses, c'est vraiment un biais important. Oui. Ah oui. Et en fait, ce qu'on espère quand même, c'est que les différents collègues du social, du médico-social avec qui on travaille très régulièrement
ne nous voit pas comme ça tout à fait. Ah, surtout pas. C'est pour ça que je fais un peu froid dans le dos. Non, mais... Après, on comprend bien que qu'il y a vraiment des biais importants. Ouais. Et voilà. Et pour ce qui est de la mobilité, demandez Denis Leguet. Enfin, nous, on va partout. Hein. Je pense. Ah ben, bien, et puis l'évaluation du DIASM avait bien montré aussi l'intérêt. Donc c'est pour ça que je suis. Ça montre bien aussi la diversité, la pluralité des organisations, des modes de fonctionnement sur les territoires, tout comme sur le travail avec les partenaires. Alors je ne sais pas s'il y a des gens aussi de l'ELPP de Nantes, mais enfin voilà, ou Saint-Nazaire qui maraude aussi avec le XAPA et le CARUD. On est bien sur des réalités différentes. Donc là, on va de 2 réponses à La Réunion à 55 en Île-de-France, 35 dans les Hauts-de-France, et Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Enfin, on est bien sur des réalités différentes. 15 réponses dans la région. Je pense qu'on en a dû avoir au moins 6, 7 sur Nantes. On a eu la Mayenne et la Vendée à répondre également avec des territoires non couverts. Mais en disant aussi, bah oui, mais voilà l'intérêt qu'on aurait aussi. Et c'est vrai que par rapport à ne serait-ce que le nombre de vos propres adhérents, il y a une dissymétrie entre les réponses et le nombre de vos adhérents. François, c'est pour ça que j'ai pas fait d'extraction régionale, en fait. Oui, il y a sûrement aussi ce que vous disiez, il y a une forme d'appétence, parce qu'effectivement, la Mayenne et la Vendée ont répondu. Et en fait, nous, on est fédérés en association régionale des équipes mobiles. Et une de nos préoccupations, finalement, c'est d'essayer, puisque de toute façon, on sait qu'il n'y aura pour l'instant pas d'équipe mobile ni sur la Vendée ni sur la Mayenne. Notre préoccupation, c'est d'aller vers eux pour essayer de sensibiliser les équipes à cette dimension de santé mentale et de précarité. Et peut-être que finalement, on aiguise leur appétence d'une équipe mobile et que finalement, quand ils répondent, du coup, c'est encore plus... c'est rude. François ? Oui, les biais, notamment sur la maraude, 4 maraudes sur une réponse nationale, déjà, on en fait bien plus, nous. Donc, voilà. Et puis l'autre biais, c'est quand même des gens qui sont en institution, c'est-à-dire CHRS, CADA et autres principalement. C'est sûr que ce n'est pas eux qui sont concernés par la maraude. Allez voir les autres qui sont dans les rues, eux, ils savent qu'il y a des maraudes, évidemment. Donc, il y a un biais sur certaines questions. Et par rapport au nombre de répondants, effectivement, ce n'est pas des CIAO qui ont répondu ou des SAMU sociaux. Là, effectivement, on aurait un... donc c'est bien pour ça qu'on n'est pas... je suis très prudente là-dessus. C'est une photographie à un moment donné. On leur a demandé en une semaine de répondre. On n'a pas été sur une enquête de fond. C'était vraiment juste une illustration pour voir un peu des grandes tendances. La conclusion, dans tous les cas, c'est que c'est un dispositif que le réseau souhaite soutenir, voire se renforcer. Et donc, dans les détails de l'analyse, effectivement, sur les partenariats, sur l'aller vers, où est-ce qu'ils se déplacent, comment ils se déplacent, ça n'a pas trop de sens. Ça, c'est le questionnaire tel qu'il a été construit. Après, c'est dans les grands enseignements... Ça nécessiterait vraiment de le refaire à grande échelle et de pouvoir présenter des chiffres. C'est ce qu'on souhaiterait travailler avec les DGOS. Ça n'a pas de valeur. Enfin, moi, qui ai fait un peu de statistiques, c'est trop peu. Il y a trop de biais. On est d'accord. Voilà. C'était un premier, on va dire, ça a été fait ça à l'automne 2017. Pour nous, c'est une première étape pour... En tout cas, pour travailler aussi avec la DGS et la DGOS et la DGCS sur les articulations entre ces dispositifs. Et puis attention, les EMPP, c'est pas magique. C'est-à-dire que là, attention, effectivement, l'ARS dit il y a des équipes mobiles, c'est très bien. On est cité dans tous les beaux schémas de l'ARS, voilà. Sauf qu'on est des petites équipes. Moi, 1600 km², 64 communes, on est 4. Donc voilà, donc il faut arrêter. Et puis Nantes, c'est une grosse ville, énorme ville. Angers, Claire pourra répondre pour moi. Enfin voilà, on ne peut pas être partout. Et puis on se heurte aussi au même problème que les patients, c'est-à-dire que l'accès au CMP, c'est aussi compliqué pour nous.
voire plus des fois. On travaille des fois bien plus avec les Oui, médico-sociaux c'est ce que qu'avec disait nos aussi propres. Alain aussi Ça, tout à l'heure. Oui. Tous les 100 équipes de MPP ont globalement, on a à peu près tous les mêmes ressentis vis-à-vis de nos collègues de CMP où c'est compliqué. Hein. En tout cas, au-delà peut-être des résultats de l'enquête qui effectivement sont ce qu'ils sont, ce qui est intéressant, c'est les thématiques et les problématiques qui sont soulevées. Celles que tu viens de soulever, voilà, enfin, et effectivement, sans doute d'autres. Il y avait moi, j'entendais aussi une sorte d'insistance sur la mise à disposition de logements, et je voyais non pas une contradiction, mais un petit écart entre la position d'Alain Merkuel et votre position, ou la position de la FNARS, je ne sais pas, de la FAS. Est-ce que, au fond, parce qu'il y a dans les éléments de votre plaidoyer, supprimer la réalité des personnes qui sont à la rue. C'est-à-dire donner un logement à tout le monde. Voilà, il y avait quand même quelque chose comme ça. Et du côté d'Alain, mais je caricature un peu sans doute, parce qu'Alain, bien sûr, souhaite qu'il n'y ait pas non plus des personnes à la rue, tu es d'accord? Non. mais il y avait peut-être plus de, comment dirais-je, de fatalisme autour de ça. Et on est d'accord, mais je me demandais si ça ne reflétait pas finalement quand même une différence un petit peu d'idées par rapport au futur, des personnes ou des institutions qui tiennent la ligne de dire ce n'est pas acceptable et c'est un phénomène qui peut être éradiqué, et d'autres qui sont, on va dire, peut-être plus inscrits dans bon, c'est une réalité qui a existé de toujours et qui existera de toujours. Je pousse un peu le bouchon, c'est juste pour vous exciter un peu. Donc, est-ce que vous voudriez nous dire quelque chose de ça? Alain, tiens, d'abord, pour commencer. Merci. Bon, enfin, l'idéal serait bien sûr de loger tout le monde. Or, la vie n'est que le deuil de l'idéal. Voilà, donc soyons dans la réalité du quotidien, et la réalité du quotidien, c'est qu'il n'y a pas d'enveloppe pour tout le monde. Donc comment faire? Donc c'est ce que je disais, prioriser. Alors prioriser ceux qui souffrent le plus à la rue. Effectivement, c'est ce que fait par exemple le SAMU social avec les familles, les enfants, etc. Et puis, c'est ce que fait le dispositif Housing First tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire plutôt les handicapés psychiques, et pour ne pas dire essentiellement les schizophrènes. Voilà. Oui. On a eu quand même un président de la République qui nous a dit récemment, à la fin de 2017, j'essaie de m'engager à ce qu'il n'y ait plus de personnes à la rue. Oui. Donc, est-ce que c'est possible, ça? Bah oui, tu as bien vu qu'il n'y en a plus que 50 à Paris, c'est quand même pas mal. Oui. On s'est bien débrouillé quand même. Le MPP est quand même très bon. Oui. Pirouette, tu t'en tireras pas toujours. Non, comme mais ça. je m'en tire pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on est noyé. Tu vois bien que vous êtes 4 sur Nantes. Voilà, et nous, on est 3,6 équivalent temps plein de médecins pour le bassin de vie de Paris. On a 180 structures. On fait des permanences, on fait des maraudes jusqu'à 23 heures. On fait... bon, c'est extensif. On nous a rajouté là-dessus les migrants. On a un centre d'accueil migrants de 400 familles. On a reçu 10 000 migrants depuis qu'on a ouvert le centre de la Chapelle. Jusqu'où on va, quoi, tu vois. Donc, à partir de là, on ne peut pas se dupliquer tout le temps. Et donc, on est contraint par la réalité. Et s'il faut faire un choix, ben c'est sûr que je préfère plutôt faire rentrer et inclure un psychotique à la rue,
dans le programme Housing First plutôt que quelqu'un qui ne l'est pas et qui quand même aura des capacités de survie pour attendre qu'une enveloppe supplémentaire s'ouvre. Voilà. D'accord. Sozik. Oui, il y a aussi tout un enjeu avec, il y a une stratégie logement, un plan logement d'abord annoncé aussi par le gouvernement, avec dans les prochains mois, prochaines années, une restructuration du champ de l'hébergement logement. Je pense que vous avez aussi entendu parler des fermetures annoncées, en tout cas par les services de l'État prochaines de places d'hébergement. Il y a une reconfiguration de la politique de l'accès à l'hébergement et au logement qui est aussi en cours de travail, qui a un impact. Les bailleurs sont aussi extrêmement sollicités actuellement. On parle des services de santé. Les bailleurs sont sursollicités pour reloger des réfugiés statutaires, pour reloger des prioritaires d'ALLO, pour reloger les sortants de CHRS, parce qu'il faut faire de la place pour ceux qui rentrent. Et puis avec cette nouvelle politique qui va dire OK, on accède. Donc accéder au logement, très bien, mais pas n'importe comment, avec un accompagnement correct, adapté aux besoins des personnes. Donc l'idée du logement d'abord, oui, que le logement soit un moyen et non plus une finalité, mais pas pour tout le monde. Mais effectivement, on voit des gens qui restent en CHRS actuellement, faute de place en logement. Donc c'est bien retravailler. Le logement, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Et puis peut-être ce que j'aurais pu dire aussi parmi les adhérents, on a des adhérents qui du coup développent des initiatives, et du coup vous en verrez aussi cet après-midi sur ce champ de l'accès à l'hébergement, au logement, et en lien avec la psychiatrie et les bailleurs. Mais on a aussi des adhérents qui sont aussi très démunis. Nous on dit on ne sait pas comment faire, on aimerait bien, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on repère, comment on sollicite aussi nos partenaires. Ça c'est pas, tout le monde n'est pas au même au même degré de développement d'action, ou en tout cas voilà. Et je pense que c'est ça aussi une des caractéristiques de notre réseau, c'est qu'il n'est pas homogène. Ni selon les territoires, mais ni selon les dispositifs. Et je pense que c'était aussi important de le dire, parce que il y a aujourd'hui des gens qui sont pas là aujourd'hui, parce que ils se sentent non plus pas forcément directement concernés ou en capacité de faire quelque chose à court terme. François. Deux remarques encore. Une sur les passes, par rapport à ce qui a été présenté par Alain tout à l'heure. Peux-tu parler dans le micro bien? Oui. Donc une remarque sur les passes, effectivement, je pense qu'il faut continuer à développer les passes. Par contre, il faut leur donner des moyens. Donc là, je sais que l'ARS est dans la salle et je vais redire ce qui se passe à Nantes. C'est que pour l'instant, faute de moyens, ils ont décidé de programmer les rendez-vous des passes par... Il faut appeler prendre un rendez-vous téléphonique les après-midi. Donc vous imaginez bien quand même que pour des gens à la rue, l'après-midi, le matin, c'est pas toujours très clair. Faut que le téléphone soit chargé. Donc déjà, comment filtrer l'accès? Et puis les migrants qui envahissent les passes. Alors c'est un constat, c'est pas du tout, pas de jugement de valeur de ma part. Mais en tout cas, nos patients schizophrènes à la rue n'y vont plus. Il y a 70 migrants. Eux, ils sont incapables d'attendre 3 minutes. Donc là aussi, il y a une limitation de l'accès aux soins. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais en tout cas, à Nantes, ils ont fait ce choix-là pour avoir un peu plus de moyens et puis tirer le signal d'alarme en disant attention, il y a une dérive totale de l'accès aux soins. Et la PAS Psy de Nantes a fait un autre choix aussi, que je respecte aussi, c'est pour l'instant que le psychotrauma migratoire. Voilà. Ils ne voient pas les autres. Donc attention aussi à dire c'est super les passes, comme les EMPP, comme le chez soi d'abord. Il y a... Et puis, les lieux où il n'y a pas de MPP, et moi j'ai été très étonné en Mayenne,
c'est que, faute de moyens, alors quand vraiment il n'y a pas de moyens, les gens ont des compétences. Alors là, je pense que Denis va sur les capacités des gens et des équipes aussi, des soignants. Donc ils ont développé des CMP dans les maisons de quartier. Donc, les infirmiers, ils sont là. Je peux dire qu'ils sont parfaitement intégrés, que ça résout un certain nombre de choses. Donc des fois, il ne faut pas non faire du copier-coller. On a parlé de choses haute couture. Ça doit être vraiment à la carte. Et attention de ne pas faire des copier-coller parce que ça marche dans un endroit et qu'il faut tout le temps faire la même chose. Mm-hmm. Merci François. Est-ce que ça veut dire que vous voulez aller manger? Juste une question alors. Oui. Pierre Barbier. Pierre, oui, comme je m'occupe pas mal de patients étrangers, aussi bien à titre médico-légal qu'à titre de soins, un peu toujours en freelance comme toujours, je critiquerai là aussi votre dispositif. Là, vous disiez partenaire, les médecins ne veulent pas voir des étrangers quand il n'y a pas d'interprète officiel. Moi, c'est plutôt le contraire. Et je me suis fait critiquer par des établissements médico-sociaux qui s'occupent des étrangers. Il ne fallait pas faire des choses comme ça, c'est vilain, docteur. Voir avec de la famille ou avec des copains, des copines, ça se fait pas. Et puis ça marche très très bien en fait. Innover là aussi. Et juste une petite remarque, toute société secrète ses exclus et ses marginaux. Donc. Tu rejoins le camp des fatalistes alors, c'est ça? Bien. Alors s'il y a encore une question, sinon on va clore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, oui. Bonjour. Je vais faire rapide. En fait, j'étais en écoutant les deux interventions, celle de Soisic Lemercier et d'Alain Mercuel, je me disais que, je me permets, je vais peut-être me présenter comme ça, Marie-Jo Bastan, chef de projet des questions santé-précarité. J'en profite pour présenter à l'Agence régionale de santé et à côté de moi, Alain Charpentier, côté santé mentale. Et j'en profite pour faire un lien avec l'élaboration du PRAPS, donc le programme régional d'accès aux soins et à la santé des personnes en situation de précarité, où un des enseignements qui a été constaté, c'est certes la complexité des situations, mais la grande diversité, multiplicité des situations de vie. Et donc, quand on entend effectivement les interventions, les deux interventions, on voit bien qu'on peut comprendre toutes les attentes qui peuvent être portées vers les acteurs de secteur et vers les acteurs des équipes mobiles, en se disant, eh bien, il faut répondre à toutes les situations. Or, c'est vraiment une grosse difficulté. C'est vrai qu'il y a les moyens, donc nous, ARS, mais aussi les politiques publiques, il faut que nous soyons vigilants sur ces moyens. Mais aussi, il faut aussi que l'on soit très vigilant sur le fait que les équipes mobiles, même dotées d'une pléthore de professionnels excellents et performants, ne pourront répondre à toutes les diversités des situations. Et donc, un autre levier, c'est vraiment l'adaptation du droit commun à différents niveaux, qui ne pourra pas non plus répondre à toutes les situations. On rejoint un peu le fatalisme en disant que il y aura certainement des personnes, l'être humain étant être humain, auxquelles on arrivera à apporter différentes solutions, mais pas une solution universelle ou pas une solution pour chacune des personnes. Voilà. Sinon, on va droit à l'épuisement de tous les professionnels. Et puis, voilà, je me disais qu'en écoutant vos deux interventions, il y a l'adaptation du droit commun et puis aussi comment nous pouvons aider pour l'accueil. Alors moi, j'aime pas trop le terme bas seuil, j'ai une préférence pour l'accueil inconditionnel. Je trouve que c'est plus solidaire. Et puis un autre point aussi par rapport, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu dans des politiques, on est dans des attentes communicantes sur ce que nous faisons. Et c'est vrai que plus de personnes à la rue, c'est un peu, moi je le vis, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à ça, mais comme accrochons notre char à une étoile, comme disent nos amis québécois. Ah, c'est très beau. Ça nous aide à avancer, parce que sinon,
on aurait trop tendance à être confronté à la réalité. Voilà, je m'arrête. Merci, Madame Pastan. Et il y avait une dernière. Oui. Bonjour, Myriam Oumarjal, infirmière coordinatrice au contrat local de santé mentale de Laval. Et je suis aussi également, ça c'est ma mission à 20%, et je fais aussi de l'accompagnement individualisé de gens très précaires, très isolés, qui sont bien souvent dans non-demande de soins, voilà, mais qui sont bien dans le besoin. Et du coup, mon boulot, c'est quand même de les amener vers le soin. Je voulais vous répondre par rapport à la Mayenne. Voilà, c'est un territoire qui est non couvert, en effet, par les équipes mobiles. Il y a des CMP, il y a des gens qui sont très inventifs, en effet, qui sont très accueillants, mais qui ne vont pas... Ils sont peut-être dans les maisons de quartier, mais ils ne font pas de VAD chez les Diogènes. Enfin, c'est pareil, hein, c'est pas un reproche. Et il y a encore toujours ce discours quand même de... il veut pas. On l'accueille quand il veut, quand il aura bien besoin. Enfin, pour l'accueil, ils sont là, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci, mais ils ne vont pas chez les gens. Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas dans leur mission, apparemment. Et encore, voilà, la dicto, c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a quand même des inégalités dans le territoire, je pense, de notre région. Mais pas que. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un changement de paradigme des professionnels et que c'est long, c'est compliqué, mais j'y crois à travers les CLSM, l'échange, le partage, et puis j'y crois aussi peut-être avec les PTSM maintenant. Voilà. Merci beaucoup.